auditeurs, bienvenue dans ce podcast numéro 2 sur le livre de Xavier de Hautecloque qui se prénomme Le Turban Vert. Le voyage de Xavier de Hautecloque nous embarque, puisqu'il s'agit d'un navire à vapeur, qui s'appelle le Belgrano, au cœur d'un voyage jusqu'en Islam. Là, dans cet enfer rouge, sablonneux, entre les cales et les coursives du vieux rafio, l'auteur nous raconte que pour les premières 40 pages, l'éprouvante traversée qu'il doit endurer en tant qu'officier du renseignement du 2e bureau. Il rencontrera toutes sortes de mahométans, de chalands, de dépourvus et des génuflecteurs au Saoui. Il passera par le canal de Suez, devant des officiers anglais. Son commandant, Giraud, lui ordonnera de devenir pharmacien le temps du contrôle, pour lui éviter tous les déboires, pour lui éviter de finir au fond d'une geôle. Arrivant bien gré, malgré lui à destination, son pèlerinage s'annonce sanglant, mais pas pour lui. En observant les rafios, il en montrera certains du doigt. Les Felouks, bateaux arabes, avec comme capitaine un pirate arabe déguenillé, arborant comme second un négrillon nu comme un verre, dit-il. Souvent esclave, souvent mort, gare cabriolant non malencontreusement dans un récif de corail où les requins grouillent, attendant leur repas. Moment de panique, tempête de cris, dit-il. On n'a pas attendu la police que tout ce qu'il y a d'Européens à bord se fait copieusement insulter. Et comment ? Les passagers du Belgrano, où voyage l'auteur, s'accompagnent de pèlerins, changeant de camp au gré des forces en présence. Une fois négocié avec les Felouks pour partir vers la patrie merveilleuse, le je cite copieusement précité s'active. Un peu plus tard, l'homme d'action, Xavier de Hautecloque, rencontre un autre qui enquête sur des fauteurs de troubles qui s'insinueraient sur le pèlerinage vers la Mecque. Le bougre se prénomme Dinguizlu. Enfin, je pense l'avoir bien nommé, ou Dinguizlu. Du sobriquet de docteur, n'est-ce pas ? Il est, apprenons-nous, délégué par le gouvernement tunisien. L'affaire est elle aussi préoccupante ? Apparemment oui, je le pense. Le chapitre 7, Terre impénétrable, nous parle des 51 Européens vivant dans les millions de kilomètres carrés qu'est l'Arabie. 12 Hollandais, 10 Anglais, dont 3 enclaves, Yambo, Daden et Dakaba, 10 Italiens, 8 Allemands, 7 Russes, 1 Polonais et 1 Autrichien. Quant aux Français, eux, mis à part sur un caillou du Cheikh Saïd, sont au nombre de 4. Pas un de plus, pas un de moins. Enfin, si, le 4e est un mort aux portes de Médine, l'explorateur Hubert. L'année 1858 narre l'histoire de 2 consuls de France et d'Angleterre qui prennent le frais. Assis sur un banc du corps de garde, ils se feront tuer par balle, tous deux par un turban noir. Anglais comme Français, 2 mois plus tard, frapperont dans ce rade de leur boulet ramé en provenance directe de leur frégate. Dès lors, dit l'auteur, on a l'impression qu'il y a en Arabie un vieux compte à régler entre Européens et indigènes. Le XVIIIe siècle raconte comment Ibn Abd el-Wahhab se réfugia sous la tente d'Ibn el-Saoud, lui soufflant alors que les hommes qu'il pensait de foi ne l'étaient pas vraiment. La finalité de ce souffle déposera ceci, la levée de 1000 cavaliers, de 1000 méharistes et de milliers de fantassins qui se déverseront sur l'Arabie dans un torrent de feu et de sang. Quelques années plus tard, ils occuperont au début du XIXe siècle la Mecque, égorgeant tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Dès lors, encore une fois, depuis le siècle dernier jusqu'à l'écriture de ces mots, le pèlerinage ne se fera plus que par un accès maritime. Il débarque automatiquement sur Djeddah. Automatiquement sur Djeddah. À l'heure où il écrit ceci, la troupe wahhabite, rampant d'oasis secrètes en oasis connues, surgit du désert, gagnant par l'épée 6 millions de kilomètres carrés. Laurence, d'Arabie bien sûr, a eu une créature, peut-être plusieurs. Le shérif Hussein qui mourra, sombre destin de chaque homme. L'émir Faisal, autre protégé anglais, se réfugie en Irak où veillent les canons de Lawrence. Djeddah, fief redondant de l'histoire, est la capitale du roi Ali, fils de Hussein, le dernier homme d'Angleterre, suprême champion hachémite, qu'elle a installé en Orient. La ville se fera alors envahir par Ibn el-Saoud, et le roi s'enfuira à bord d'une canonnière anglaise. La mainmise de l'Angleterre est forte dans les pays arabo-musulmans berbères. Sous le diktat du wahhabisme, le Malik Ibn el-Saoud a le droit d'avoir une centaine de bagnoles, mais son chauffeur, un Polonais, n'a pas le droit d'allumer une cigarette sous le risque de prendre un coup de cravache. Dans la conquête de ce joyau sablonneux, rempli d'immenses richesses, l'IS, c'est-à-dire l'Intelligence Service, anglais, s'arrache les cheveux devant une carte, avec des possessions qu'ils sont sur le point de perdre. La carte indique en large et en travers Wasmus, un ex-consul perse.
Pour repousser cela, le colonel Lawrence, de son pseudonyme d'Arabie, court le désert en soulevant les chamarres et en faisant sauter les voies des chemins de fer. Les Turcs avec Sanders reculent. Gagnant la bataille en 1918, ils partagent le butin entre les Hachémites, déjà des créatures anglaises pour certains. Mais le wahhabite Ibn el-Saoud a déjà tout emporté, en chassant les, je cite, rois créatures de Laurence d'Arabie. Vous souvenez-vous de M. St. John Philby, l'homme acariâtre coincé l'air de rien dans un bureau, l'un des hommes forts de l'Angleterre sur place. Eh bien, il est l'entremetteur direct avec le wahhabite chassant les créatures de Lawrence. À croire que les deux agents de l'IS cachent bien leur jeu. Les grosses cylindrées, les subsides officiels de 100 000 livres par an, sans compter les subsides officieux. Lawrence d'Arabie, que l'on glorifie dans nos pensées comme dans le folklore occidental, n'a rien mené d'autre qu'une politique anti-française en chassant de Beyrouth et de Damas les enclaves républicaines dites françaises. Dînant un soir avec le deuxième homme fort de l'Arabie, deuxième pour la forme évidemment, notre bien-aimé serviteur, Xavier de Hautecloque, continue de venir chaque soir après l'homme fort précité, St. John Philby. Dans un soupir, un soir comme tous les soirs depuis qu'il tente d'en savoir plus, dans une zone de la bâtisse plus en retrait, derrière une porte entr'ouverte, il décide enfin de lâcher quelques phrases, certes morcelées, mais fort de sa présence récurrente, il finit par parler. Les images parlent mieux que des mots, je vous laisse à ces dernières. Sa pérégrination continuant, il rencontra alors un aviateur d'outre-Rhin, exécrant les Anglais bien au-delà des Français. Des bateaux italiens convoyaient de grosses cylindrées jusque dans le royaume conquis d'Ibn el-Saoud le Wahhabite. Dans la fin de la première partie de ce magnifique livre, j'aimerais vous narrer ce qui suit. L'auteur raconte qu'avant de s'embarquer pour l'Arabie, il a pris connaissance de certains livres trop peu répandus et dont on ne parle presque pas. Tout en continuant ses découvertes, il prendra témoignages et confidences d'hommes avertis. Ce cheminement lui donnera à douter des rôles de certaines éminences dans la politique anglaise. De son époque, le corollaire des politiques anglo-saxonnes depuis 3 siècles au moins sont une politique mondiale, tandis que la France, ravagée par le laïcisme antichrétien, donnant la part belle à l'entrisme des cercles d'immigration d'époque, / au-dessus c'est le soleil, mène une politique bégayante, une politique européenne. La suite, je vous la présenterai en photo par les pages de l'œuvre.
Pour continuer, on raconte l'étonnante histoire d'une femme, où l'auteur prend exemple sur nos voisins, en demandant d'imiter le meilleur, toujours de ce qu'il propose. Et là on parle des Anglais. Cette femme, du nom de Rohan Razita Forbes, a écrit des œuvres non traduites sur les fins fonds de l'Arabie, du Sahara, etc. Elle a même, pendant la guerre, piloté sur le front français les ambulances de notre société de secours aux blessés militaires, jusqu'à en obtenir des citations, notamment une sur la bravoure. Et c'est d'ailleurs elle qui découvrira les gisements de Naft à Mossoul, qu'elle promet en cadeau à son pays. Voilà, c'était le deuxième podcast sur la première partie du livre de Xavier de Hautecloque, sur le turban vert. J'espère que ce podcast vous a plu, et quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures, et je vous invite plutôt à passer sur le blog pour voir les dernières nouveautés sur les synthèses, notamment sur l'histoire des droites. A bientôt, et lisez.